Bonsoir à tous. Ce soir, les livres du mois. Nous parlerons de mathématiques, de télévision, d'affairisme, de police et de justice. Mais en attendant, je propose de prendre un bon bol d'air dans un petit village du Jura au début du siècle. Toutes ces photographies admirables ont été trouvées dans un grenier sous forme de négatifs sur verre. Et toutes ces photographies racontent, avant la guerre de 14, la vie d'un petit village du Jura qui s'appelle Vers-en-Montagne. Elles ont été réunies dans un album intitulé Village du temps retrouvé qui paraît aux éditions du Chêne avec une préface de Bernard Clavel. Et alors maintenant, je vais vous montrer l'héroïne de cette histoire, c'est Agathe Coutemoine, la grande Agathe Coutemoine. On l'Agathe, on l'appelait ainsi au village, une vieille fille qui avait deux passions, l'apiculture et surtout la photographie. Elle a passé sa vie à photographier les gens de son village, dans les champs, à la pêche le dimanche, à la foire, à la fête, etc. Sans le savoir, l'Agathe faisait de l'ethnologie rurale et sans s'en douter, c'était une grande artiste qui savait retenir les scènes du temps qui passe, tantôt avec force, tantôt avec humour, toujours avec un sens, comme vous le voyez, inné de la vérité des visages et surtout de la beauté des saisons. Bravo l'Agathe! Alors je vais vous présenter maintenant mes invités. Alors ne changez pas de chaîne, c'est bien. Oui, vous êtes bien sur la 2. Non, vous n'êtes pas sur la 1. C'est bien Monsieur Hervé Bourges que vous voyez là. Ça vous fait quelque chose d'être sur Antenne 2 là? Je suis toujours à la télévision. C'est bien vrai. Alors donc Hervé Bourges, ancien président directeur général de TF1, qui raconte ses souvenirs cathodiques dans un livre intitulé Une chaîne sur les bras aux éditions du Seuil. André Giresse, magistrat, ancien président de la Cour d'assises de Paris, auteur avec Philippe Bernard d'une autobiographie qui ne passera sûrement pas inaperçue, un document choc sur la justice, comme le dit votre éditeur Plomb, titre Seule la vérité blesse et sous-titre L'honneur de déplaire. Jean-Marie Ponto, journaliste à l'hebdomadaire Le Point, prix de la Fondation Moum pour le meilleur journaliste d'investigation, pour une interview d'Yves Chalier dans Le Point. Et à côté de vous, Jacques de Rogy, qui est journaliste, vous avez été grand reporter à l'Express pendant près de 30 ans. Vous êtes l'un de ceux qui ont donné son autorité au journalisme d'investigation. Beaucoup d'ailleurs de vos livres le prouvent. Et alors tous les deux, de Rogy Ponto, Ponto de Rogy, vous en êtes à votre 4e enquête sur des affaires qui défrayent l'actualité. Enquête sur un carrefour dangereux aux éditions Fayard. Bien entendu, il s'agit de le carrefour du développement. Et puis, Jean Dieudonné, mathématicien, membre de l'Académie des sciences, vous avez été professeur d'université à Paris, en Amérique latine et aux États-Unis. Vous êtes l'auteur de livres de mathématiques, bien entendu, et puis de Pour l'honneur de l'esprit humain. C'est un essai sur les mathématiques aujourd'hui qui paraît aux éditions Hachette. Alors je suis très très content de vous recevoir, Monsieur Dieudonné, parce que voilà, nous journalistes, nous avons de la chance. Souvent, nous pouvons poser quelques questions pendant quelques minutes à des esprits supérieurs, et Dieu sait que j'ai invité ici apostrophe des esprits éminents, mais jamais jusqu'à présent un grand mathématicien. Vous êtes mon premier mathématicien. Et bien entendu, pour moi qui ne connais strictement rien aux maths, qui n'était absolument nul au lycée, je vous regarde comme si vous étiez un esprit venu d'une autre planète, ça va de soi. Mais je suppose que toute votre vie, on a dû vous considérer un peu comme un être extraordinaire. Ben non, mais comme un être un peu à part, comme voilà. Nous sommes tous. Les mathématiciens sont toujours un peu à part, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. Oui, mais vous n'avez pas l'impression d'avoir quand même un cerveau un peu spécial? Aussi, très nettement. Oui, parce que vous comprenez des choses que... C'est justement en raison de cela que j'ai écrit le livre, comme je vais vous expliquer. Oui. Est-ce qu'au lycée, vous étiez déjà fort en maths? Enfin oui, je n'ai jamais eu de difficulté avec les cours. Tout était facile? Oh oui. Oui. Mais il y a quand même une disposition innée. Ah oui, ça, il n'y a aucun doute. Oui. Comme je le dis d'ailleurs dans le livre, la vocation s'éveille aux environs de la 15e année. Oui. Et à partir de ce moment-là, si on est vraiment mathématicien de naissance, disons, Oui. on le reste jusqu'à la fin de ses jours. Oui. Vous avez été à Normal Sup dans la promotion où il y avait Sartre. Sartre à Aron en lettres oui. Et en sciences, nous avons eu aussi un prix Nobel, Louis Néel, qui a eu le prix Nobel il y a quelques années. Quelle génération? Et ma foi, vous savez, chaque promotion, généralement, a 2 ou 3 personnes. Mais qu'est-ce qui se passait entre les matheux et les littéraires? Eh bien, on les rencontrait, plus ou moins, suivant les affinités. Oui. Puis on les voyait naturellement à ce que nous appelons le pot. Oui. Le pot, c'est le réfectoire.
Bon, vous êtes agrégé de mathématiques à l'âge de 21 ans, et avec d'autres mathématiciens, vous fondez le célèbre groupe Bourbaki. Un peu plus tard. Ah bah oui, bien sûr, après. Et qu'est-ce que... Alors, rappelez-nous ce qu'est le groupe Bourbaki en mathématiques. Eh bien, c'est assez difficile à expliquer, mais essentiellement, nous sommes arrivés à une époque où il fallait mettre de l'ordre dans les richesses qui avaient été accumulées depuis plus d'un siècle en mathématiques. Et ça nécessitait naturellement une refonte un peu de... Nous n'avons rien inventé de nouveau. Nous sommes simplement bornés à essayer de mettre en ordre les résultats et les principes qui avaient été établis, disons, de 1800 à 1930. C'est à ça que s'est voué le groupe Bourbaki, qui continue d'ailleurs. Oui. Mais Nous en sommes à la 4e génération. Oui, à 50 ans, on est exclu du groupe. Pas exclu, si vous voulez, on se retire Ah oui, volontairement. Oui, parce qu'on Non, pour une raison vaut plus rien. excellente, c'est que... Non, disons pas, n'allons pas jusque-là. Ah. Mais si vous voulez, on est attaché plutôt à ce qu'on a appris étant plus jeune. Et comme dans Bourbaki, on avait toujours le désir de présenter les mathématiques les plus récentes sous leur forme la plus évoluée, eh bien, l'homme d'un certain âge a tendance à renâcler devant cette nécessité. Il se tient à ce qu'il a appris quand il était plus jeune. Et alors ça, c'est très mauvais, parce que c'était contre le principe même. Oui. Et ça aurait créé des difficultés sans nombre si nous avions insisté pour continuer indéfiniment. Alors 50 ans, c'est le coup près. Mais on dit que dans la recherche mathématique, à 30 ans, ça y est, c'est fini. Non, non, je le dis d'ailleurs dans mon livre, comme vous pourriez le voir, c'est exagéré. Il est certain que beaucoup de très grandes découvertes ont été faites par des gens de moins de 30 ans. Mais dans la plupart des cas, disons, les capacités créatrices se conservent jusque 50, 55, 60, et puis pour quelques mathématiciens aimés des dieux, ça va quelquefois jusqu'à 70. Mais vous savez, c'est un peu comme pour les champions de sport. À 30 ans, parfois il faut qu'ils renoncent. Eh bien, nous, vers 55, 60, en général, il faut renoncer à être encore un créateur véritable. Pour l'honneur de l'esprit humain, j'aime bien ce titre parce que ça pourrait être le titre d'un livre de philosophie ou d'art ou de poésie, et c'est un livre, un livre sur les mathématiques. C'est extrait du texte qui a été en première page. C'est un texte de Jacobi, que si vous me permettez, je peux le lire d'ailleurs. Jacobi est un grand mathématicien allemand du début du 19e siècle. Il écrit « Monsieur Fourier avait l'opinion